La nuit pesait sur Kwele comme une couverture de plomb, étouffant les étoiles et plongeant le village dans une obscurité presque palpable. Une brume épaisse, semblable à une créature vivante, s'élevait du sol, serpentant entre les cases en terre, avalant les contours du monde. Dans ce silence oppressant, deux silhouettes glissaient furtivement à travers les ruelles, leurs pas étouffés par la terre humide. Kofi et Tano, complices d'un sorcier craint de tous, portaient un trésor volé, une veste en toile, usée, encore chaude de l'odeur de son propriétaire. Leur destination était la case des ombres, un lieu maudit où la lumière semblait refuser d'entrer. Là, leur maître, le redoutable maître Zoran, préparait un rituel sinistre. Ce soir, ils allaient tendre un piège à un jeune homme nommé Issa Maïga, qui dormait paisiblement dans sa case, inconscient du cauchemar qui s'apprêtait à engloutir sa vie. Dans la case des ombres, l'air était saturé d'une odeur âcre, un mélange de cendres, d'herbes brûlées et de quelque chose de plus sombre, indéfinissable. Les murs en torchis semblaient absorber la lumière du feu vacillant, projetant des ombres difformes qui dansaient comme des spectres. Maître Zoran, un vieillard au visage creusé par le temps, était assis sur une natte usée, ses yeux brillants comme des charbons ardents dans la pénombre. Ses doigts noueux caressaient un masque sculpté, un objet terrifiant orné de motifs tourbillonnants, comme des serpents prêts à frapper. Ce masque, il l'avait façonné lui-même, y insufflant des secrets anciens, des incantations murmurées dans des langues oubliées. À ses côtés, un bol en terre cuite contenait un liquide noirâtre, dont l'odeur piquante faisait frémir les narines. Kofi et Tano poussèrent la porte en bois, qui grinça comme un cri étouffé dans la nuit. Kofi, le plus nerveux des deux, tendit la veste volée, ses mains tremblant légèrement. « Maître, voici ce que vous avez demandé, » murmura-t-il, jetant des regards inquiets vers les coins sombres de la case. Là, dans l'obscurité, des formes indistinctes semblaient bouger, comme si les esprits des morts observaient leur manège. Zoran saisit la veste et la pressa contre son visage, inspirant profondément, comme s'il pouvait capter l'essence même de son propriétaire. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire cruel, dévoilant des dents jaunies. « Parfait, » dit-il, sa voix rauque résonnant comme un écho dans une caverne. « Cette veste est la clé. Ce soir, je vais pénétrer les rêves d'Issa Maïga et planter la première graine de son malheur. » Tano, plus audacieux, osa interrompre le silence. « Pourquoi lui, maître ? Qu'a-t-il fait pour mériter ça ? Ce n'est qu'un étudiant, un gamin curieux. » Les yeux de Zoran s'étrécirent, brillant d'une lueur mauvaise. « Curieux, dis-tu ? C'est précisément le problème. Issa Maïga pose trop de questions, fouille là où il ne devrait pas. Son savoir est une menace pour nous, pour les secrets que je protège. Il doit être brisé, annihilé, avant qu'il ne devienne dangereux. » Sa voix vibrait de mépris, mais aussi d'une étrange peur, comme s'il voyait en Issa Maïga un adversaire plus redoutable qu'il ne voulait l'admettre. Kofi frissonna, baissant les yeux. La case des ombres l'avait toujours terrifié, avec ses murs qui semblaient murmurer, ses reliques entassées dans l'ombre, et l'aura oppressante de Zoran. Mais il n'osait pas désobéir. Tano, lui, haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Comme vous voulez, maître. Dites-nous juste ce qu'on doit faire. » Zoran enfila la veste d'Issa Maïga par-dessus ses propres vêtements, son corps frêle disparaissant presque sous le tissu. La veste, encore imprégnée de la sueur et de l'odeur d'Issa Maïga, était plus qu'un simple objet, elle était un pont, un lien entre le sorcier et sa proie. Il saisit le masque et le plaça sur son visage, ses traits disparaissant derrière le bois sculpté. Ses yeux, visibles à travers les fentes, brillaient d'une intensité surnaturelle. Puis, il prit le bol et but une gorgée du liquide noir, grimaçant sous son amertume. Le goût était infect, comme un mélange de racines pourries et de sang séché, mais il était nécessaire pour libérer son esprit. « Chantez, maintenant », ordonna Zoran, sa voix déformée par le masque. Le rituel commence. Kofi et Tano échangèrent un regard inquiet, puis entonnèrent un chant grave, leur voix résonnant dans la case comme un grondement venu des profondeurs de la terre. Les mots, dans une langue ancienne, semblaient vibrer dans l'air, faisant trembler les flammes du feu. Les ombres sur les murs s'agitèrent, comme si elles prenaient vie.
Zoran ferma les yeux, son corps tressaillit violemment, comme secoué par une force invisible. Puis, il s'immobilisa, sa poitrine se soulevant à peine. Soudain, un vent glacé traversa la pièce, éteignant presque le feu. Les flammes vacillèrent, projetant des éclairs de lumière sur le visage figé de Zoran. Son corps était là, mais son esprit s'était envolé, libre, vers le monde des rêves, à la recherche d'Issa Maïga. Dans sa case, à l'autre bout du village, Issa Maïga dormait profondément. Son souffle était régulier, son visage paisible. Dans son rêve, il se tenait au bord d'un lac calme, entouré de roseaux qui dansaient sous une brise légère. La lune se reflétait sur l'eau, projetant des éclats d'argent. Des oiseaux aux plumes éclatantes voletaient autour de lui, leurs cris doux comme une mélodie. Ce rêve était son refuge, un lieu où il échappait aux pressions de ses études, aux doutes qui le hantaient. Mais ce soir, quelque chose n'allait pas. L'air devint plus lourd, les roseaux cessèrent de bouger, et un frisson parcourut l'eau du lac, comme si une présence invisible s'approchait. Une ombre apparut au loin, marchant lentement vers lui. C'était un vieil homme, voûté, vêtu d'une veste, la veste d'Issa Maïga. Ses pas ne faisaient aucun bruit, mais chaque mouvement semblait chargé d'une menace sourde. « Jeune homme, dit l'inconnu d'une voix rauque, presque hypnotique, quel endroit magnifique, n'est-ce pas ?» Issa Maïga fronça les sourcils, troublé. Son cœur battait plus vite, comme s'il sentait un danger qu'il ne comprenait pas. « Oui, j'aime venir ici, répondit-il, sa voix tremblante. Mais, qui êtes-vous ? Vous n'êtes jamais apparu dans mes rêves. L'homme rit, un son sec et inquiétant, comme des os qui s'entrechoquent. Juste un voyageur, répondit-il, s'approchant. Ses yeux, cachés dans l'ombre de son visage ridé, brillaient d'une lueur étrange, presque animale. Tiens, j'ai apporté quelque chose pour toi. Il tendit un plat fumant, un morceau de viande rôtie, dorée et appétissante. L'odeur était enivrante, emplissant l'air d'un parfum de feu et d'épices. Mange avec moi. C'est un régal, encore chaud. Issa Maïga hésita. Quelque chose dans le sourire de l'homme le mettait mal à l'aise, comme un avertissement chuchoté par son instinct. Mais l'odeur de la viande était irrésistible, et dans la logique floue du rêve, il se sentit attiré. D'accord, dit-il enfin, prenant une bouchée. La viande était tendre, savoureuse, mais une amertume étrange lui resta en bouche, comme un poison subtil. Un frisson le traversa, et il releva les yeux. L'homme avait disparu. Un vent froid balaya le lac, faisant frissonner les roseaux. Les oiseaux s'envolèrent en criant, et l'eau du lac devint noire, comme de l'encre. Issa Maïga se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La case était silencieuse, baignée par la faible lueur de la lune qui filtrait à travers une fissure dans le mur. Il passa une main sur son front, essuyant la sueur qui perlait. « Quel rêve bizarre !» murmura-t-il, la gorge sèche. Il tenta de se rendormir, convaincu que ce n'était qu'un cauchemar sans importance. Mais dans la case des ombres, Maître Zoran, revenu dans son corps, esquissa un sourire cruel. La première étape de l'envoûtement était accomplie. La graine du mal était plantée, et bientôt, elle germerait dans la réalité. Issa Maïga, un étudiant en sociologie à l'université de Zala, à 70 km de Kwélé, était arrivé dans ce village avec un sac à dos rempli de carnets, un stylo dans la poche et une curiosité insatiable. Kwélé, niché le long d'une route poussiéreuse bordée de forêts denses, semblait être un endroit idéal pour ses recherches sur les traditions locales. Les cases en terre, alignées comme des sentinelles, abritaient des familles qui vivaient au rythme des saisons. Le marché, bruyant et coloré, débordait de fruits, d'épices et de tissus. Les anciens, assis sous les arbres, racontaient des histoires de leurs ancêtres, des récits empreints de mystère. Issa Maïga était fasciné. Chaque jour, il arpentait le village, posant des questions, prenant des notes, esquissant des sourires aux enfants qui le suivaient en riant. Mais il ne voyait pas les regards méfiants des villageois, ni n'entendait les murmures qui circulaient à son sujet. Kwélé n'était pas un village ordinaire. La nuit, une brume épaisse montait du sol, enveloppant les cases d'un voile spectral.
Les anciens disaient que des esprits rôdaient dans cette brume, des forces invisibles qui pouvaient bénir ou maudire. Issa Maïga, avec son esprit rationnel forgé par des années d'études, ne croyait pas à ces histoires. Pour lui, les récits de sorcellerie étaient des contes, des légendes analysées pour ses travaux universitaires, pas des réalités. Il passait ses journées à interroger les habitants, à noter leurs coutumes, leurs croyances, leurs peurs. Mais en posant trop de questions, en creusant trop profondément dans les secrets du village, il avait attiré l'attention de Maître Zoran, une figure crainte, presque mythique. Zoran était le gardien des ombres, un sorcier dont on disait qu'il parlait aux esprits des morts. Les villageois chuchotaient qu'il conservait des reliques sacrées dans sa case, des objets imprégnés de pouvoirs anciens, des os, des amulettes, des potions capables de plier la réalité. On racontait qu'il pouvait entrer dans les rêves, manipuler les âmes, et transformer la vie d'un homme en cauchemar. Dans toute la région, on croyait en l'envoûtement, une pratique où des sorciers, par des rituels de magie noire, pouvaient rendre la vie de leurs victimes insupportable. Les signes étaient clairs, un environnement soudain hostile, des gens qui devenaient agressifs sans raison, des animaux enragés, des machines qui refusaient de fonctionner. Les victimes, disaient les anciens, sombraient dans la peur, puis dans la folie, croyant que le monde entier s'était retourné contre elles. Issa Maïga, avec son rire sceptique et ses questions incessantes, moquait ces histoires. Il voyait Kwele comme un terrain d'étude, pas comme un lieu de danger. Mais il ignorait que Zoran l'observait, tapi dans l'ombre, ses yeux perçants fixés sur lui comme un prédateur sur sa proie. Le lendemain matin, le soleil luttait pour percer la brume qui enveloppait Kwele, projetant une lumière pâle sur les cases. Issa Maïga se réveilla avec une sensation étrange, comme un goût métallique dans la bouche, un écho de son rêve. Il fronça les sourcils, tentant de se rappeler les détails. L'image du vieil homme, de la viande rôtie, flottait dans son esprit, mais elle s'effaçait comme un mirage. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Juste un cauchemar, murmura-t-il, se levant pour se préparer. Il avait prévu de visiter le marché ce matin-là, d'interviewer une vieille femme qui connaissait des chansons traditionnelles. Il enfila une chemise propre, ignorant que son destin était déjà scellé. Il n'avait pas fait 3 pas hors de sa case qu'on frappa à la porte. Surpris, il ouvrit et découvrit 2 hommes qu'il n'avait jamais vus. L'un, maigre et nerveux, se présenta comme Kofi. Ses yeux fuyants ne cessaient de scruter les environs, comme s'il craignait d'être vu. L'autre, plus robuste, était Tano. Il arborait un sourire large, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Il tenait un plat couvert, enveloppé dans un tissu coloré. « Bonjour, Issa Maïga, dit Kofi, son ton faussement amical. On est du village. On sait que tu es nouveau ici, alors on t'a apporté un cadeau de bienvenue, comme le veut la coutume. » Tano souleva le tissu, révélant un morceau de mouton rôti, doré, luisant de graisse. L'odeur était enivrante, emplissant l'air d'un parfum d'épices et de feu. « Vas-y, goûte, dit Tano, son sourire s'élargissant. C'est préparé ce matin, bien frais. Issa Maïga sentit un frisson le parcourir, comme un avertissement venu de son instinct. L'odeur du rôti était étrangement familière, presque identique à celle de son rêve. Une voix dans sa tête lui criait de refuser, de se méfier, mais il se força à sourire. Ces hommes étaient des villageois, après tout. Refuser leur cadeau serait impoli, et il voulait s'intégrer. « Merci, c'est gentil, » dit-il, prenant une bouchée sous leurs regards attentifs. La viande était savoureuse, tendre, mais une amertume subtile se répandit sur sa langue, comme un écho du rêve. Soudain, une douleur fulgurante lui tordit l'estomac. Sa vision se brouilla, ses jambes cédèrent, et il s'effondra sur le sol de la case, inconscient. Kofi et Tano échangèrent un regard satisfait. « C'est fait, » murmura Tano, sa voix à peine audible. Ils ramassèrent les restes du plat, replièrent le tissu, et disparurent dans la brume, laissant Issa Maïga à son sort. Derrière eux, la porte de la case claqua doucement, comme un point final à leur sinistre mission. Quand Issa Maïga revint à lui, le soleil était haut dans le ciel, projetant des rayons brûlants à travers les fissures de la case.
Sa tête tournait, et une nausée tenace lui nouait l'estomac. Il se releva péniblement, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Que s'était-il passé? Il se rappelait vaguement les deux hommes, le rôti, leur sourire étrange, mais tout était flou, comme un puzzle dont les pièces refusaient de s'assembler. Son corps était lourd, comme si une ombre pesait sur lui. Peut-être un malaise, murmura-t-il, tentant de se rassurer. Il prit une gorgée d'eau, espérant chasser la sensation. Il décida de sortir prendre l'air, pensant que l'agitation du village l'aiderait à se ressaisir. En ouvrant la porte, il tomba nez à nez avec son chien, Togo, un animal fidèle qui l'accueillait toujours avec des bonds joyeux et des léchouilles affectueuses. Mais aujourd'hui, Togo était méconnaissable. Il grognait, ses crocs découverts, ses yeux brillants d'une rage inexplicable. Son poil était hérissé, et un grondement surmontait de sa gorge. « Togo, qu'est-ce qui t'arrive » cria Issa Maïga, reculant d'un pas. Le chien bondit, ses mâchoires claquant à quelques centimètres de sa jambe. Issa Maïga trébucha, son cœur battant à tout rompre, et courut se réfugier dans la case, claquant la porte derrière lui. Dehors, Togo aboyait furieusement, grattant le bois comme s'il voulait le déchirer. Issa Maïga, haletant, colla son dos contre la porte, essayant de comprendre. Togo n'avait jamais été agressif. C'était son compagnon, son ami. Pourquoi ce changement? Il entr'ouvrit la fenêtre, espérant calmer le chien, mais ce qu'il vit le glaça. Des villageois s'étaient rassemblés, attirés par les aboiements. Une femme, les bras croisés, cria « C'est l'étranger !» Il a énervé le chien. Il apporte le malheur. Un homme, un panier de fruits à la main, renchérit, il n'a rien à faire ici. Qu'il parte. Issa Maïga, abasourdi, tenta de protester. Ce n'est pas moi. Togo est mon chien, il. Mais sa voix fut noyée par les cris des villageois, leurs regards chargés de méfiance et de haine. Ces gens, qu'il avait accueillis avec des sourires, qui avaient partagé leurs histoires avec lui, semblaient maintenant le haïr. Issa Maïga referma la fenêtre, le souffle court. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication. Était-il devenu fou? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre à l'œuvre? Les heures qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Issa Maïga, déterminé à ne pas se laisser abattre, quitta sa case pour se rendre au marché, espérant que l'agitation lui changerait les idées. Mais partout où il allait, l'hostilité le poursuivait comme une ombre. Les enfants, qui d'habitude lui couraient après pour jouer, le regardaient maintenant avec des yeux méchants. L'un d'eux, un garçon aux cheveux tressés, ramassa une pierre et la lança dans sa direction, riant quand Issa Maïga esquiva de justesse. « Va-t'en, étranger !» cria le garçon, encouragé par ses amis. Issa Maïga serra les poings, retenant une envie de crier. Il accéléra le pas, tête baissée, mais les rires cruels le suivirent. Au marché, l'atmosphère était encore pire. Les vendeurs, qui lui offraient autrefois des mangues ou des arachides, le fixaient avec mépris. Une vieille femme, en train d'étaler des étoffes colorées, murmura quelque chose à son voisin en pointant Issa Maïga du doigt. Il porte la malchance, l'entendit-il dire. Issa Maïga tenta d'acheter du pain, mais le boulanger, un homme corpulent aux mains farineuses, lui tourna le dos. Pas pour toi, grogna-t-il, servant un autre client. Issa Maïga sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était plus le bienvenu. Il n'était plus rien. Même la nature semblait s'être retournée contre lui. En traversant un sentier bordé d'arbres, un oiseau, un petit rapace aux ailes tachetées, plongea vers lui en criant, ses serres frôlant son visage. Issa Maïga leva les bras pour se protéger, trébuchant sur une racine. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-il, sa voix se perdant dans le vent. Les arbres, les oiseaux, les gens, tout semblait conspirer pour le chasser. Désespéré de quitter ce village devenu hostile, Issa Maïga décida de prendre la vieille camionnette d'un marchand local, un certain Monsieur Diallo, qui lui avait demandé de livrer des sacs de maïs à un village voisin. Il courut vers l'entrepôt où le véhicule était garé, espérant que conduire loin de Kwélé calmerait son esprit. Il monta dans la camionnette,
un engin rouillé qui semblait tenir par miracle, et inséra la clé. Mais le moteur refusa de démarrer. Il insista, tourna la clé encore et encore, le tableau de bord clignotant faiblement. « Allez, vieux tas de ferraille, bouge !» cria-t-il, frappant le volant de frustration. Le moteur toussa, cracha, puis s'éteignit dans un râle pathétique. Monsieur Diallo, alerté par le bruit, arriva en trombe, son visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais à ma camionnette, gamin ?» hurla-t-il, ouvrant la portière d'un geste brusque. « Tu veux la casser ? Sors de là !»« Monsieur, je voulais juste faire la livraison, comme vous avez dit, » protesta Issa Maïga, descendant précipitamment. « Mais elle ne démarre pas. » Diallo grimpa dans la camionnette, tourna la clé, et le moteur rugit immédiatement, comme s'il se moquait d'Issa Maïga. « Tu vois, elle marche !» cria Diallo, pointant un doigt accusateur. « Tu mens, ou tu es maudit. Ne touche plus à mes affaires, ou tu le regretteras. » Issa Maïga recula, les jambes tremblantes. Même les machines étaient contre lui. Il leva les yeux vers le ciel, où des nuages sombres s'amoncelaient, comme pour refléter son désespoir. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-il, la voix brisée. Il sentit des larmes monter, mais il les ravala. Il ne pouvait pas s'effondrer. Pas encore. Le soir venu, Issa Maïga était à bout. Assis dans sa case, il revivait chaque instant de cette journée maudite. Les regards haineux des villageois, les aboiements de Togo, la pierre lancée par l'enfant, la camionnette qu'il avait trahie. Et ce goût étrange dans sa bouche, ce souvenir flou d'un rôti, qui revenait sans cesse, comme une énigme. Une pensée germa dans son esprit, d'abord absurde, puis insistante. Et si ce n'était pas un hasard ? Et si les histoires de sorcellerie, celles qu'il avait toujours moquées, étaient vraies ? Il se rappela les récits des anciens, leur mise en garde contre les sorciers, les envoûtements, les rêves qui pouvaient devenir des pièges. Il avait ri, alors. Mais maintenant, il n'était plus sûr de rien. Il se rappela alors le marabout du village, un homme nommé Mustapha, connu pour ses pouvoirs de guérison. Les villageois disaient qu'il pouvait voir à travers les mensonges, défaire les malédictions, parler aux esprits. Issa Maïga n'avait jamais cru en ces choses, mais il n'avait plus rien à perdre. Sans hésiter, il enfila une veste et traversa le village à la hâte, ignorant les regards suspicieux des passants. La nuit était tombée, et un hibou, perché dans un arbre, ululait comme pour annoncer un mauvais présage. Le vent portait des murmures, des bribes de voix qui semblaient l'appeler. Issa Maïga accéléra, son cœur battant à tout rompre. Il devait atteindre la case de Mustapha. C'était sa dernière chance. La case du marabout était à l'écart, entourée de plantes médicinales dont les feuilles bruissaient doucement dans le vent. Une faible lueur émanait de l'intérieur, comme un phare dans la tempête. Issa Maïga frappa à la porte, ses mains tremblant d'épuisement et de peur. « Marabout Mustapha, s'il vous plaît, ouvrez. » La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme âgé, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants mais bienveillants. Il portait une tunique blanche, et une odeur d'encens flottait autour de lui. « Entre, jeune homme, » dit Mustapha, sa voix calme mais ferme, comme un roc dans la tourmente. « Tu as l'air terrifié. Que se passe-t-il » Issa Maïga s'effondra sur une chaise en bois, les larmes qu'il avait retenues toute la journée roulant enfin sur ses joues. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » balbutia-t-il, sa voix brisée. « Depuis ce matin, tout le monde me déteste. Les gens, les animaux, même les machines, ils sont tous contre moi. Mon chien m'a attaqué, les enfants m'ont jeté des pierres, la camionnette ne démarrait pas pour moi. Et cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Un vieil homme m'a fait manger un rôti. Et ce matin, 2 hommes que je ne connais pas m'ont apporté un plat, un rôti aussi. J'ai mangé, et après, tout a changé. Je crois que je deviens fou. » Mustapha l'écouta en silence, son visage grave. Il posa une main sur l'épaule d'Issa Maïga, un geste simple mais réconfortant. Puis, il se leva et prit un bol en terre cuite, qu'il remplit d'eau claire. Il s'assit face à Issa Maïga et plongea son regard dans l'eau,
murmurant des mots inaudibles, comme une prière. L'eau sembla s'agiter, des vaguelettes dansant à la surface, et une image apparut, floue d'abord, puis de plus en plus nette. Issa Maïga retint son souffle. C'était le vieil homme de son rêve, avec ses yeux cruels, son sourire inquiétant, et cette veste, sa veste. C'est lui, dit Mustapha, sa voix lourde de certitude. Maître Zoran, le gardien des ombres. Il t'a envoûté. Issa Maïga sentit un frisson glacé parcourir son dos, comme si la température de la case avait chuté. Envoûté, répéta-t-il, incrédule. Mais, pourquoi moi? Je n'ai rien fait. Je suis juste un étudiant, je voulais apprendre, comprendre. Mustapha soupira, ses yeux pleins de compassion. Zoran est un sorcier puissant, mais il est aussi craintif. Il voit des ennemis partout, surtout chez ceux qui apportent le savoir, comme toi. Ton arrivée à Kwele, tes questions, tes recherches, tout cela l'a dérangé. Il a décidé de te briser, de faire de ta vie un cauchemar pour t'éloigner. Le marabout expliqua, avec une patience infinie, comment l'envoûtement avait fonctionné. Zoran avait volé la veste d'Issa Maïga pour établir un lien avec son esprit, un pont entre le monde physique et le monde des rêves. Dans le rêve, il lui avait fait manger un rôti maléfique, une nourriture ensorcelée qui avait préparé son âme à la manipulation. Puis, dans la réalité, ses complices, Kofi et Tano, lui avaient donné un plat similaire, un plat imprégné de magie noire, pour sceller l'envoûtement. Si tu t'étais souvenu de ton rêve, dit Mustapha, si tu avais fait le lien, tu aurais pu refuser le plat. Mais tu ne savais pas, et maintenant, le mal est en toi. Issa Maïga baissa la tête, accablé. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, mais la vérité était terrifiante. Est-ce que, je suis perdu, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mustapha sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. Non, jeune homme. Ce qui a été fait peut être défait. Je vais te soigner. Mais tu dois être fort, car Zoran est puissant, et il ne lâchera pas facilement. Et à l'avenir, méfie-toi des rêves. Méfie-toi de ceux qui t'offrent à manger, surtout s'ils apparaissent dans tes songes. Mustapha se leva et commença à préparer un rituel de purification. Il alluma un petit brasero, jetant des herbes séchées dans les flammes. Une fumée épaisse, odorante, emplit la case, son parfum apaisant contrastant avec la tension qui pesait sur Issa Maïga. Mustapha traça des symboles sur le sol avec une poudre blanche, murmurant des prières dans une langue ancienne, ses mots résonnant comme un chant. Il tendit à Issa Maïga une amulette, un petit sachet de cuir rempli d'herbes et de pierres. « Garde ceci sur toi, dit-il. Cela te protégera. » Issa Maïga, assis au centre des symboles, serrait l'amulette dans sa main, son cœur battant à tout rompre. La fumée l'enveloppait, et il sentit une chaleur étrange parcourir son corps, comme si une main invisible chassait le poison de son âme. Mais soudain, un cri perçant déchira la nuit. Dehors, le hibou s'envola en panique, ses ailes battant frénétiquement. Un vent violent secoua les murs de la case, faisant trembler les objets sur les étagères. La porte claqua, comme frappée par une force invisible. Issa Maïga sursauta, terrifié. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. Mustapha ne broncha pas, ses yeux fixés sur les flammes. « Zoran sait que je te libère, dit-il, sa voix calme mais ferme. Il essaie de nous arrêter. Mais il ne peut rien contre moi. Reste concentré, Issa Maïga. Ne cède pas à la peur. » Le rituel s'intensifia. Mustapha éleva la voix, ses prières devenant un chant puissant, presque guerrier. La fumée devint plus dense, formant des volutes qui semblaient prendre vie, dansant autour d'Issa Maïga comme des esprits protecteurs. Issa Maïga ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur de l'amulette dans sa main. Des images surgirent dans son esprit, le vieil homme du rêve, le rôti, les yeux cruels de Zoran. Mais peu à peu, ces images s'effacèrent, remplacées par une lumière douce, apaisante. Il sentit son esprit s'alléger, comme si un poids immense quittait ses épaules. Dehors, le vent hurlait, et des éclairs illuminaient le ciel, révélant la silhouette menaçante de la brume.
Mais à l'intérieur de la case, une paix étrange s'installait. Le rituel dura des heures, chaque minute semblant étirer le temps. Quand Mustapha termina, l'aube pointait à l'horizon, baignant Kwele d'une lumière douce, presque irréelle. Il posa une main sur l'épaule d'Issa Maïga, un sourire fatigué mais triomphant sur le visage. « C'est fini, déclara-t-il. L'envoûtement est brisé. Tu es libre. » Issa Maïga ouvrit les yeux, des larmes de soulagement roulant sur ses joues. Il se sentait léger, comme s'il pouvait respirer pour la première fois depuis des jours. « Merci, murmura-t-il, sa voix tremblante. Je ne sais pas comment vous remercier. Mustapha secoua la tête. Vis, Issa Maïga. Vis et sois prudent. Zoran n'abandonne pas facilement. Garde l'amulette, et souviens-toi de tes rêves. Ils peuvent être des avertissements, ou des pièges. Issa Maïga quitta la case de Mustapha alors que le soleil se levait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. En traversant le village, il remarqua que l'atmosphère avait changé. Les villageois, qu'il avait regardés avec haine la veille, lui adressaient maintenant des sourires timides. Les enfants, jouant près du puits, lui firent signe, comme si rien ne s'était passé. Togo, son chien, courut vers lui, remuant la queue, ses yeux pleins d'affection. Issa Maïga s'agenouilla, caressant la tête de l'animal, un rire soulagé lui échappa. « Toi aussi, tu es de retour, hein ?» Plus tard, il testa la camionnette de Monsieur Diallo, juste pour être sûr. Le moteur démarra au quart de tour, ronronnant comme un chat satisfait. Issa Maïga sourit, secouant la tête. Le monde était redevenu normal. Ou presque. Il ne resta pas longtemps à Kwele après cela. Il boucla ses recherches, remplissant ses carnets de notes sur les traditions, les chansons, les histoires, mais aussi sur une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Il retourna à Zala, son cœur chargé d'une nouvelle humilité. Il ne riait plus des histoires de sorcellerie. Il savait désormais que certaines forces, invisibles mais réelles, pouvaient transformer une vie en cauchemar. Un plat offert, un sourire trop amical, un rêve trop étrange, tout pouvait être le début d'un envoûtement. Quant à Maître Zoran, il disparut dans l'ombre, comme une bête blessée mais pas vaincue. Les villageois disaient qu'il attendait, tapi dans sa case des ombres, une nouvelle proie, un nouvel esprit à briser. Mais Issa Maïga, lui, avait survécu. Il portait l'amulette de Mustapha autour de son cou, un rappel constant de la leçon qu'il avait apprise. Dans un monde où les rêves et la réalité se mêlent, il faut toujours se méfier. Et parfois, la seule défense est de se souvenir.